Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à vous d'être venus ce soir malgré la pluie. On faisait des petites statistiques en se demandant combien vont venir sur les 130 inscrits, quelque chose comme ça. Donc, merci d'être venus tous. Merci également à la Dream Team de TDS. Je sais que vous les avez déjà applaudi tout à l'heure, mais c'est vraiment sympa la façon dont on est accueilli à chaque fois. C'est un petit peu un challenge pour moi que de vous parler de data visualisation pour data scientists, sachant que il y a des professionnels de la data visualisation, il y a des data scientists professionnels, et je suis ni l'un ni l'autre. Je suis économètre, je suis du monde académique, donc forcément j'ai un biais, et en plus je suis complètement agnostique quant aux outils de la data. J'utilise à peu près tout et n'importe quoi, ce qui vient sous la main, ce qui me sert le plus. Donc je ne suis pas réellement un professionnel. Par contre, j'enseigne un petit peu ça et je vais essayer de faire partager cette expérience à la fois par en enseignement et mon expérience d'utilisateur et de ce que je peux voir dans les intersections entre data science et data visualisation. Alors, je vais prononcer beaucoup le mot data visualisation ou data vis, et bien entendu, la définition de cette chose-là est très très floue. Donc, on va l'aborder par un prisme assez pragmatique. Je vais d'abord vous demander ce que vous voyez. Donc le premier qui dit un nuage de points à gagner, c'est bien un nuage de points, mais est-ce que vous voyez quelque chose de spécial dans ce nuage de points? On est à peu près d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Maintenant, je vous en montre un deuxième. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc j'ai un nuage de points, j'ai des X horizontalement, j'ai des Y verticalement, des échelles, etc. Là, est-ce que vous voyez quelque chose? Je vois des têtes opinées, mais personne ne parlait. Oui, vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose comme une espèce de tendance qui pourrait faire penser à une corrélation entre la variable X dont je ne vous ai rien dit et la variable Y dont je ne vous ai rien dit non plus. Alors en fait, ce que vous venez de faire, et de me dire, en me disant il y a quelque chose, là, il y a une tendance, ça part par là. Ce que vous venez de faire, en fait, c'est un test. Vous venez de tester. Il n'y a rien, versus il y a quelque chose. Et voici trois autres petits tests. Ici, vous allez me dire il y a quelque chose. Ici, vous allez me dire ah oui, on voit un U, il y a quelque chose. Là, il y a deux groupes. Il y a quelque chose. Donc en fait, quand on regarde un graphique, ce qu'on fait, et c'est là où je vais rattacher ça un peu à la statistique, je ne suis pas beaucoup rattaché à la statistique ce soir, mais un tout petit peu quand même, et bien on a testé une hypothèse qui est il n'y a rien, contre l'hypothèse contraire, il y a quelque chose. Dans le cas des trois derniers graphiques ici, je ne peux pas rejeter l'hypothèse qu'il n'y a rien. On voit quelque chose, il doit y avoir quelque chose. Cette approche, c'est pas moi qui l'ai évidemment développée, c'est Bourra, notamment, dans un article qui doit être dans le Handbook of Data Visualization, qui dit, ben, en fait, quand on regarde un graphique, ce que fait l'œil, l'œil est un détecteur de tendances générales, de patterns, de features. Et il agit comme un test statistique, qu'on pourra ensuite vérifier par un vrai test statistique. On peut ensuite calculer des corrélations, tester s'il y a deux groupes, etc. Donc, test statistique, c'est quoi? Globalement, on compare à quelque chose. Ici, je vais comparer mon nuage à quelque chose d'implicite, un nuage rond dans lequel il n'y aura rien. C'est le premier que je vous dis. On va essayer si vous voulez bien, si tout du moins c'est un petit peu la démarche que je vais employer dans les premières minutes de cette présentation, on va essayer de voir un petit peu plus ce que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, on compare des choses, implicitement ou explicitement. Ici, c'est un peu implicite. On ne sait pas vraiment par rapport à quoi on compare. Alors, un tout petit peu quand même d'histoire, si je vous amenais sur le terrain de la statistique, c'est que d'abord la statistique, c'est au cœur de la data science. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est au cœur. Et c'est aussi au cœur de la data visualisation. Les premiers, ou les gens qui ont le plus travaillé sur la data visualisation, ils sont statisticiens ou géographes, il y a eu un petit peu un designer, et ils ont dit des tas de choses assez intéressantes. Notamment, Tokay, qui est un très très bon statisticien, a dit qu'en fait, l'intérêt de la data visualisation, c'est que la principale vertu d'une data visualisation, une bonne data visualisation, c'est de montrer ce qu'on ne s'attendait pas à voir. Donc d'être surpris.
on est surpris, on voit quelque chose, implicitement on teste, ou on compare, on a vu quelque chose dans les données. Cleveland, autre excellent et grand statisticien, dit que voilà, la visualisation, ça sert à montrer la structure des données. Ah, c'est une idée un peu nouvelle. Maintenant, quand on regarde un graphique, on doit voir la structure des données. Non seulement on compare, implicitement ou explicitement, mais en plus on doit voir la structure des données. Jacques Bertin, dont je vous parlerai un peu plus en détail, est un Français qui écrivait en français, un géographe, qui est cité dans tous les bouquins américains de 1990 à 2018. Il est cité en français, par les Américains. Donc c'est un grand monsieur qui lui a dit « C'est imprimé sur du papier, c'est lu, c'est décodé, c'est d'abord codé par les gens, puis ensuite c'est décodé, donc c'est un langage. C'est un langage visuel, et si c'est un langage visuel, il y a une grammaire. Il y a des règles, on ne met pas 3 verbes à la queue leu, ça ne veut rien dire, donc on ne fait pas certaines choses. » Et il a décrypté ce langage et défini des variables visuelles dont on va parler tout à l'heure. Et donc, ça vient rajouter une autre dimension. On a un langage visuel à décoder, on doit voir la structure des données pour Cleveland, et pour Tokyo, on doit être surpris et faire des tests. Enfin, Tufte est quelqu'un incontournable en data visualisation, c'est un designer qui a fait d'excellents bouquins, qui en plus a eu un impact aux États-Unis par sa façon d'approcher la visualisation et des critiques de certains outils. Lui parle d'information quantitative. La visualisation est un outil pour des instruments pour raisonner sur l'information quantitative. Donc c'est beaucoup plus vaste que je vous dis. Je ne vais pas vous abreuver de citations, mais ces gens-là sont pros. Alors, le prisme par lequel je vais attaquer, et puis vous allez voir qu'on va arriver très très vite sur des exemples, c'est celui des objets que sert la data visualisation. À quoi ça sert de faire de la visualisation? Mais principalement, d'après ces auteurs et bien d'autres, il y a deux principales utilisations de la data visualisation. Le premier, c'est d'explorer les données. On a des données, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. On va aller faire des graphiques pour explorer ça. Et donc, on va faire des comparaisons, des tests visuels. Pour ça, on va faire des outils qui sont assez rapides à construire. On les fait pour soi-même, mais on doit être assez exhaustif. On doit regarder un peu partout dans tous les cours. Et on va regarder, on va juger, on va tester rapidement. On prend pas. Non, là, il n'y a rien, là, il y a quelque chose. On peut se tromper en faisant ça. Ça, c'est clair. Et puis ensuite, le deuxième aspect, et on va explorer d'ailleurs les deux aspects, c'est la représentation. J'ai vu quelque chose, j'ai remarqué un phénomène, j'ai fait un résumé statistique, et voilà, je vais vous le montrer, je vais essayer d'affirmer un message, de raconter une histoire qui soit plausible, vous aussi vous verrez. Donc la représentation, c'est pour le storytelling, quoi. On raconte une histoire, vous voyez, là mes données, je vous montre ça, voici les hypothèses, il y a deux groupes, etc. Et donc ça sert à la représentation. Généralement, quand on fait ça, et qu'on doit présenter, ça prend beaucoup plus de temps à faire, et ça prend toujours très peu de temps à lire. Dans les deux cas, les graphiques, on les regarde généralement pas très longtemps. Et ça, c'est un des problèmes. Et on va voir comment on peut faire pour justement essayer d'être assez percutant sur un graphique qu'on va voir peu de temps. Un des problèmes entre ces deux approches, c'est que quand on fait quelque chose pour communiquer, on doit simplifier un message. J'imagine que vous serez assez d'accord avec ça. Et par contre, quand on explore, on doit être assez exhaustif. Il ne faut pas se tromper. Et donc, c'est pas du tout la même chose, et donc, c'est pas forcément les mêmes outils, c'est pas les mêmes façons de construire. Et c'est donc un exercice assez difficile, dans les deux cas, de savoir si on regarde pour soi ou si on va ensuite présenter. On ne fera pas tout à fait la même chose. Cela dit, il y a plein d'éléments communs à ces deux aspects. Alors, comment ça se passe d'abord? La photo générale, c'est quoi? Vous avez, par exemple, des individus qui vous fournissent des données. Et vous voulez essayer d'apprendre des choses sur ces individus, vous voulez explorer ces données, donc vous allez coder quelque chose à partir de ces données sous forme visuelle. Vous allez explorer les données, puis vous allez vous dire, ah ok, super, j'ai vu la distribution des revenus, j'ai vu que j'avais deux groupes de personnes, j'ai vu que les femmes buvaient plus de ceci que les hommes, etc. Pour celui qui va regarder la visualisation, l'histoire est un peu différente.
Lui, on lui présente une visualisation et il doit décoder. Alors qu'est-ce que ça veut dire décoder? D'abord, il doit être persuadé du message, storytelling, est-ce que l'histoire tient la route, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est que s'il doit avoir la structure des data, des données, comme le dit Cleveland, il faut qu'il arrive à décoder la façon dont a été fait le graphique pour savoir d'où viennent les données. Même, ce serait idéal s'il pouvait, depuis juste la visualisation, comprendre la structure des données et bien comprendre comment elles ont été collectées au niveau des individus. Ce n'est pas juste des données qu'on analyse, c'est des données de quelque chose. C'est des données qui viennent d'une expérience, de gens, d'entreprises, comptables. Donc, pouvoir remonter au sujet principal, c'est fondamental. Bien entendu, s'il arrive à faire toute la chaîne, c'est se dire « Ah super, les données c'était ça, les individus c'est ça, ok. Ah, et pour faire la visualisation, ouais, ok, d'accord, ils ont fait un histogramme, ils ont fait des bâtons, ils ont mis des couleurs, ah, les couleurs c'est ça, ok, d'accord. » Si on a fait cette boucle, voilà, déjà, normalement, pour décoder, pour l'utilisateur, c'est facile. Alors, comment on décode? Alors, je vais faire encore un exercice un peu périlleux, qui va être d'essayer de décoder avec vous sur la base de ce que je pense être des erreurs. Mais peut-être c'est pas évident au premier abord. Sachant que je serais extrêmement modeste là-dessus, des erreurs. Tout le monde en fait. Le pire, c'est quand on en fait pour soi-même. Souvent, on se fait un graphique, on se dit « Ah, super !» Et puis, 2 minutes plus tard, on se dit « Ah, mais non, mais là, ce que je vois, c'est... Non, ça va pas. C'est pas du tout ça. » Donc, avant de voir des erreurs, regardons le processus de décodage sur des graphiques moulants. Par exemple, si je vous présente ce graphique qui a été fait par Nathaniel, normalement, ce graphique, vous devez comprendre ce dont il s'agit. Vous avez là des choses écrites, où courent les gens à Paris. Vous avez une carte qui ressemble très étrangement à Paris, et des petits traits violets, très fins. Que sont ces petits traits violets à votre avis? Les trajectoires des coureurs. Quand il y a une trajectoire plus foncée, c'est qu'il y a plein de coureurs qui sont passés. Donc vous voyez, le processus de décodage, il est simple. Vous regardez le graphique, bien entendu, un graphique sans contexte, eh ben, c'est comme du fromage sans pain, hein. C'est quand même beaucoup moins bien. Vous comprenez la structure des données? Oui. Comment on les a récupérées? Ben, vous vous doutez, il y a des gens qui courent avec des machins, qui sont ces gens, ah, ça on ne sait pas. Enfin, le processus de codage-décodage, vous l'avez bien compris. Instantanément, vous savez ce qu'est un graphique, vous comprenez tout. Lui, c'est un professionnel. Hein. Celui-là est d'une nature tout à fait différente. Mais est-ce que vous le comprenez? Alors, pareil quand même. Toujours le contexte. Prévision de l'incertitude sur le changement climatique ou sur le climat futur. Un code couleur très fort, avec des scénarios plutôt pessimistes, des scénarios plutôt optimistes. L'incertitude est matérialisée par l'ensemble de tous ces modèles qui font chacun une petite ligne. On voit ici différents scénarios, etc., avec des températures. Ce graphique a fait un peu le tour de la science climatique. Il illustre bien le panel de l'incertitude à l'horizon 2100 et les différents types de modèles, de scénarios, du pessimiste à l'optimiste, par un code couleur. Ça c'est facile, pareil, on voit bien que ça, ces données sont issues de modèles et que, bon, voilà, les modèles, chaque ligne est un modèle. Moins facile, voire même assez difficile. Comment les gens passent leur journée? Alors c'est d'autant plus difficile que vous n'arrivez peut-être pas à voir ce qui est marqué là. Donc c'est aux États-Unis et ici c'est midi. Voilà. Donc cette bande noire ici, c'est quand les gens mangent. Donc vous voyez que le midi ils mangent, le soir, bon c'est pas bien, enfin c'est un peu plus incertain. Ils travaillent, ils font des activités ménagères, ils se transportent, ils regardent les télés. Donc cette échelle-là va de 0 à 100%, 100% d'une activité, tout ce qui est en gris autour, c'est le sommeil. Et donc, pour une heure donnée, vous pouvez savoir là, sur cette population qu'il y a une proportion importante de gens qui travaillent, et puis après il y en a d'autres qui mangent, etc., etc., etc.
Au premier abord, ce graphique, on ne comprend pas, on voit une énorme bouche, on se demande ce que c'est. Avec des explications, on comprend à la fois les choix qui ont été faits graphiquement, pourquoi on a mis midi au milieu, parce que si on n'avait pas mis midi ici, on aurait une grosse zone de sommeil qui n'était pas très intéressante, alors on l'a éclaté en deux. Le choix des couleurs, des catégories, ensuite on peut le faire. En fait, ce graphique est interactif, on peut avoir ensuite des changements par catégorie de population. Donc, on voit les données derrière, on voit la structure, et on peut... Alors celui-là, il demande de l'explication, il n'est pas congruent. Les autres étaient congruents, c'est le terme. Donc je vous l'ai dit, là c'est des graphiques qui ne semblent pas avoir de problème apparent, c'est juste que certains demandent un petit peu plus d'attention que les autres. Maintenant, on va attaquer le sujet sensible, sachant que c'est une vision encore une fois personnelle, et que le mot mistake est à mettre entre guillemets, ce que j'ai mis par la suite. Donc, comment aborder la visualisation si ce n'est par essai d'erreur? Une démarche expérimentale assez éprouvée. Voici par exemple une des erreurs classiques. J'ai ici 5 groupes avec des valeurs, c'est ce que vous voulez, ça peut être des scores à n'importe quel jeu, tout ce que vous voulez. Donc on voit bien qu'entre le groupe A, B, C, D, E, le groupe E est nettement meilleur que le groupe A. Ça, il n'y a pas de doute, les données ne montrent pas. Vous entendez ça tout le temps, les données ne montrent pas. Alors j'entends des professionnels ici rigoler parce que, effectivement, tu as vu le truc, et vous l'avez peut-être vu, on démarre à 9100 là. La vraie photo, ou tout du moins celle qui ne trompe pas, ou qui ne va pas nous tromper nous-mêmes, c'est que oui, il y a bien une croissance, c'est bien, il est bien meilleur que A. Enfin, il n'est pas bien meilleur, il est un peu meilleur. Et relativement, en valeur relative, il n'est pas super meilleur. J'aurais pu faire dans l'autre sens, c'est comment mentir avec des visualisations, mais ça, il y a plein de gens qui le font déjà. Si vous voulez mentir, faites ça. Hein. Vous pouvez le faire dans le sens inverse, en disant ah, mon salaire, il a baissé. Voilà. Donc ça, c'est une petite erreur un peu classique. On va avancer sur autre chose. N'hésitez pas à réagir. Hein. C'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas là juste pour vous amener des choses sur un plateau. Mais... Vous pouvez ne pas être d'accord, et d'ailleurs, ce serait vraiment intéressant. Une autre erreur un petit peu classique, mais plus difficile à détecter, bah, vous regardez quelque chose, ça, il y a quelque chose qui a vraiment augmenté là, ouais, super. Mais en fait ça c'est qu'une partie de l'historique des données, de l'ensemble du processus. Vous pouvez imaginer que ça c'est le temps, et ça c'est je ne sais pas quoi, la valeur du Bitcoin. Bah, si vous regardez qu'une période et en rétrécissant, si vous ne regardez pas la photo en entier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est même pas présentable. Ça, on le fait souvent, aussi pour tricher. Oh, ça me plaît pas. La photo générale est super importante. Celle-là est un petit peu plus difficile. Alors, je pensais que c'était mes étudiants qui n'étaient pas bons. J'ai vu 3 présentations. Je ne dirais pas les noms, mais je dirais que c'était à TSE quand même. Jusqu'à l'économie, en plein champ, qui m'ont fait ça en l'espace de 2 mois. Donc c'est une erreur qui visiblement est classique. Est-ce que vous détectez quelque chose? Regardez le graphique. Donc vous voyez, bon, il y a du rouge et du bleu, peu importe. Le bleu plus grand que le rouge, ok. Puis là ça augmente. C'est marrant, ça augmente là. Ça c'est la première chose qu'on voit, non? C'est bon, il y a une grande barre là, et puis après là ça augmente. Ah oui, ça augmente parce que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis là il y a 10, 19. Hop! La visualisation, c'est comparer. Quand on fait ça, on compare quoi? Ben, on compare le bleu avec le rouge, puis les bleus entre eux, puis les rouges entre eux. Là, vous ne pouvez pas comparer, vous avez changé d'unité. Vous avez changé de mode de regroupement. Ça, c'est pas bien, c'est tromper. Se tromper soi-même, souvent. Ça n'a aucune espace d'importance de classer, de regrouper ou pas, c'est un choix, mais quand on fait un choix, ensuite on s'y tient. Quelqu'un a déjà vu des trucs comme ça, là, des rapports d'entreprise, des trucs? Non? Je vous dis, j'étais surpris, moi j'ai vu des présentations au stade d'Est, pouf, on groupe. Ah, super. Bon, je ne pouvais pas faire un meet-up sur la visualisation sans parler des camemberts. Les camemberts, j'ai rien contre. Il y a du fromage là-bas tout à l'heure. D'ailleurs, c'est marrant, les Américains nous bâchent les camemberts parce que eux, c'est des tartes. À quoi ça sert les camemberts? Les camemberts, ça sert à comparer
des éléments d'un tout. Donc j'ai un tout qui est bien rond, puis il y a du rouge, du bleu, du noir, et la somme fait un tout. Alors c'est assez difficile de comparer déjà les parts entre elles, de comparer le rouge avec le bleu, le vert, c'est déjà très difficile. Là il y a 5 couleurs quand même, c'est compliqué. Mais alors comparer les camemberts entre eux, ben, c'est très difficile. La preuve, parce que si on fait un graphique c'est pour comparer. Si on fait le graphique pour comparer, on doit pouvoir comparer, on doit pouvoir répondre à des comparaisons. Donc est-ce que le vert a augmenté ou pas? Bah vous n'en savez rien parce que les camemberts c'est pas fait pour être comparé entre eux. Déjà comparer les segments c'est très difficile, alors entre eux tout. Donc le vert il a fait bas, haut, enfin haut, bas, haut, moyen, bas, haut. Enfin bref, vous n'aviez aucune chance de trouver ça sans vraiment regarder très très longtemps. Donc les camemberts on peut en faire, il ne faut pas en faire avec beaucoup de parts, surtout quand elles sont égales, comme c'est le cas à peu près là. Et en plus on ne peut pas comparer. Donc si on veut comparer, on fait autre chose, on peut faire des barres. Mais même les barres là, c'est... Bon. Mais oui, on peut comparer les barres. Quand je dis il ne faut pas, encore une fois, c'est ma vision, vous êtes d'accord, mais le vert, vous n'aviez pas vu, vous ne pouviez pas voir, enfin c'est très difficile de voir. Celui-là est un peu plus controversé, peut provoquer une controverse, parce que ça on en fait beaucoup. Enfin, je ne sais pas qui fait des stack bars comme ça. Dénoncez-vous. Moi j'en fais, hein. Donc, ne inquiétez pas. Voilà. Alors, quand on fait des stack bars, c'est un peu le même principe. Ici, j'ai des ventes au cours du temps, 92, 13, 17, de bananes, clémentines, dattes et pommes. Et donc, le but de ça, c'est quoi? Encore une fois, c'est de comparer. Comparer quoi? Qu'est-ce que je peux comparer avec ça? Le total. Le total, ouais. Là, je peux, le total, c'est le haut. Je le vois, il est à peu près stable, il décroche à un moment. Maintenant, est-ce que les bananes, la vente de bananes, elle a augmenté? Les bananes sont en jaune. On peut comparer les pommes parce que là, vous avez explicitement la barre de référence. Vous ne pouvez comparer que les pommes et le total. Sauf si... Même si le total fait 100, alors vous n'aurez plus la totalité en haut, mais le total fait 100, vous aurez quand même des barres à comparer qui sont très alignées. Et ça, on va le voir tout à l'heure, mais Cleveland, il le montre très très bien, on peut pas comparer quand c'est pas aligné. Par contre, oui. Si c'est pour comparer à la fois les totaux, ouais. Et les parts entre elles au sein de chaque valeur. Oui, bah, par exemple les bananes. Est-ce que c'est une mauvaise pratique de vouloir présenter deux types de comparaison dans un seul graphique? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une bonne pratique de vouloir comparer plusieurs choses au sein de même graphique? Mais quand c'est bien fait, on peut le faire. Par exemple, les pommes. Tu peux comparer les pommes, voir leur niveau par rapport au total et voir que le total. Mais avec ça, il y a un moyen de faire beaucoup plus efficace, c'est de casser ce graphique en 4 petits graphiques. En alignant ce qu'on veut aligner. Ici, bah, j'ai les pommes, mais je n'ai pas perdu le total. Ici, j'ai un peu perdu le total, mais j'aurais pu inverser et mettre au-dessus, par exemple. Mais je compare bien les bananes. Donc oui, le volume de vente des bananes, il a un peu augmenté. Là, bah, les oranges, ça, voilà, on les voit tous. Alors, ce que peut apporter l'interactivité, dont je ne vais pas beaucoup parler, c'est justement de casser les graphiques en plusieurs. Tiens, je regarde que celui-là, tiens, je regarde que celui-là, puis je regarde le tout. C'est bon, j'ai tout dans la boîte. Et donc oui, on peut répondre à ta question, on peut comparer plusieurs choses, mais ça nécessite quand même des petits ajustements. Donc, soit éclater, soit faire interactif et avoir une visualisation différente. Là, je vais attaquer un gros morceau, un truc que tout le monde fait. C'est simple. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, cet exemple, je l'ai pris dans un livre. Qui a déjà fait un graphique comme ça? Ouais, alors on est tous. Alors pourquoi je l'ai marqué en disant mistake very usual? Alors regardez-le bien, parce que maintenant je vais vous poser dans 10 secondes, je vais vous poser une question sur ce graphique. Alors regardez bien, il y a des causes majeures de problématiques pour des travailleurs au cours du temps, et il y a 4 types de maladies. Okay, vous allez bien regarder, vous allez regarder plus longtemps que naturellement, hein, on est bien d'accord. Okay. Alors voilà les questions.
C'est combien la valeur la plus haute observée? Pardon? Et c'est qui? Vous l'avez regardé le graphique ou pas? En 2010, c'est quoi à la fin? C'est quoi la pause majeure? C'est quelle couleur? En 2010, il y a 4 courbes. C'était mauve, oui, bravo. Le cancer, le rouge, il augmentait? Non, il augmentait pas. Il faisait comment? T'es plat? Pas plat? Il bougeait dans tous les sens. Mais c'est embêtant ça quand même. Alors rassurez-vous, il y a des remèdes à ça. Hein. J'ai plein d'autres questions, mais en fait on a vu ce graphique, et puis en fait on l'a pas retenu. L'histoire elle n'est pas retenue du tout parce que les courbes elles se croisent dans tous les sens. En plus c'est assez ligne horizontale, on en reparlera après. Bref, on ne se rappelle pas bien de ce graphique. Hein. C'est pas que de la faute du graphique, c'est aussi la forme des courbes. Il y a un enchevêtrement, une superposition qui rend pas. Mais pire que pas s'en rappeler, on ne l'a même pas compris. Parce que sinon on s'en rappellerait. Et on n'a même pas compris ce qu'on a vu, exactement. Voilà. On n'a même pas compris derrière quel était le message. Alors voilà 4 graphiques qui vous permettent d'avoir un message beaucoup plus clair en enlevant plein de choses et en utilisant un principe qui s'appelle le brushing. Alors c'est pas pour les cheveux. Le brushing ça consiste sur ce graphique en haut. Donc on a éclaté le graphique en 4. Et on a grisé des courbes qui ne nous intéressent pas, juste pour les laisser comme comparaison. Mais je vais clairement comparer là les accidents circulaires avec leur ensemble. J'ai une nette tendance, j'ai 2 valeurs, 32, 11. Les valeurs, on ne s'en rappelait pas non plus, parce qu'il y avait trop de choses à voir. Puis il fallait les regarder à gauche, enfin, et il n'y avait que 4 graphiques, 4 courbes. Le cancer, le cancer, il a augmenté. Pas de beaucoup, mais quand même. 10, 14, 10. Là, je l'enlève, vous vous en souvenez. Normalement, vous avez mémorisé, puis il y en a une qui fait comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc ça veut dire que ça là, il faut faire attention. Il y a plein d'autres problèmes dans ce graphique. Les lignes horizontales, vous n'êtes pas tellement en fait. Au moins ce qu'on peut penser. Donc il y a des moyens en utilisant différents types de graphiques, c'est un peu la même idée que tout à l'heure, mais il y en a qu'il y en a d'autres, et surtout en montrant ce que vous avez à montrer. Vous voulez comparer très bien, je veux comparer quoi? Celui-là à l'ensemble du groupe. Eh bien montrez ça. Si je veux comparer, montrez ce qui permet de comparer. Et là, le test il est implicite. Au passage, vous avez vu que les axes ont disparu, les unités ont disparu, j'en ai plus besoin. Ça, c'est un principe que Tufte a énoncé et qui est pas mal appliqué, que j'appliquerai bien sûr. Un peu dans la même lignée, voici 4 courbes qui peuvent être ce que vous voulez, encore une fois. Pas super facile de les distinguer, vous pouvez les regarder un bon moment, mais je vous ai montré une représentation alternative. Alors là, vous voyez, je n'ai même pas dit que c'est d'Y, hein, je suis désolé, encore une fois, je l'ai écrit dans un bouquin. Mais de représenter en fait l'air peut permettre de mieux visualiser les points hauts, les points bas, ou les co-occurrences de points bas et de points hauts. Quand vous faites ça, là, quand vous faites des graphiques, implicitement, vous comparez la ligne droite horizontale. Et puis vous essayez de voir la hauteur. Donc si c'est ça que vous essayez de voir, autant la représenter en fait d'une autre façon. C'est pas toujours le summum, mais moi je vous présente des possibilités et puis des pistes pour améliorer. Et donc là, si on s'intéresse au trend, par exemple, si vous avez une description et que vous avez plein de variables avec plein de choses comme des trends de cours de temps, et que la valeur vous en fiche un peu, vous voulez savoir le trend, la tendance, les tendances au cours du temps, pourquoi pas faire ça? Donc ça, c'est bien développé par un gars qui travaille en sciences politiques, qui s'appelle Gell-Mann, et par Tamara Moser, qui a écrit des chouettes bouquins, un chouette bouquin, et qui est prof à Princeton. Ceux qui sont venus au meet-up DataVis savent mon goût pour l'absence de radar plot. Alors pourquoi? J'ai fait un post là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre, mais quand on fait un radar plot, je cherche à comparer 4 musiciens, et j'ai leur score sur 4 instruments, acoustique, guitare, basse, clavier et drums. Voilà. Le meilleur musicien, c'est celui, quand on fait radar plot,
on cherche à évaluer les compétences de quelqu'un, et donc le meilleur plot, c'est celui qui a l'air maximale. On est bien d'accord. Ce qu'on compare ici, c'est des aires. Alors déjà, comparer des aires, c'est pas très facile, mais bon, admettons. Le problème de Radarplot, il y en a pas mal dans la salle qui le savent, c'est que si je change le B ici, je le mets ici, et le C ici, je le mets là, si j'inverse le B et le C, ça change les aires. Je vous le refais. Je n'ai touché à rien concernant les données. Je n'ai en rien affecté les qualités de mes candidats. J'ai juste changé les axes. Donc si vous voulez faire gagner quelqu'un sur un profil de recrutement où vous avez mis 4 dimensions et il y a des aires qui ne vous plaisent pas, changez les axes. Et si vous êtes recruteur, refusez de juger sur des Radarplots. Pas comme ça toujours. Pas avec les aires, puisque les aires changent. Si les aires changent, vous changez la perception. D'accord. Donc là, encore une fois, je vais parler d'Inctus. Alors, c'est dur de coder, en fait, c'est dur de décoder. Hein. On a des graphiques et puis on voit qu'on peut se tromper, on peut ne pas saisir un message, on peut saisir un mauvais message, on peut se tromper dans des comparaisons, on peut ne rien voir, etc. Donc, pourquoi il faut coder en fait? Pourquoi vous êtes tous convaincus que des graphiques valent mieux que 10 000 mots, mais est-ce que ça vaut mieux qu'une table? Je ne sais pas. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. On a des longs débats là-dessus dans le Meetup DataVis. Il faut en laisser pour le Meetup DataVis. Mais par contre, je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut ne pas voir avec des tables et ce qu'on va voir avec un graphique. Un exemple célèbre en statistique. Qui a déjà entendu parler du quartet d'Anscombe? Ouais, quelques-uns. Eh bien, le voilà, en fait, c'est Monsieur Anscombe en 73, donc c'est assez vieux tout ça. Hein. Il a pris un échantillon énorme. Enfin, plutôt, il a pris 4 échantillons de variables x, y, donc x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Et à chaque fois, il y a 9 points. Pas beaucoup, hein. Puis, la moyenne des x, c'est toujours 9, pardon. Non, il y a 11 points, pardon. La moyenne, c'est 9. Ils ont tous le même écart type. Les y, la moyenne, c'est 7,5, ils ont le même écart type. Puis vous voyez que x1, y1, la corrélation de x1, y1, c'est 0,81. Puis c'est pareil pour x2, y2, puis c'est pareil pour x3, y3, puis c'est pareil pour x3. Donc imaginez que vous avez 4 groupes de peu importe quoi. Et vous dites, ah ben les x sont les mêmes, en moyenne, les y aussi, les corrélations sont les mêmes. Le groupe 3, le groupe 4, c'est pareil que le groupe 1, le groupe 2, et tout ça, c'est la même chose, puis c'est la même corrélation. Je vais faire une régression, tiens, je vais régresser y sur x1, etc. GDR2, ouais. Les 4 groupes, c'est pareil. Hein. Sauf que quand j'appuie sur ce bouton, là, vous vous doutez bien que je vais faire un plot XY, et que ceux qui n'ont jamais vu le quartet d'Anscombe risquent de s'en souvenir. Voilà les 4 groupes avec la droite de régression et l'intervalle de confiance. Ces 4 groupes de points là donnent exactement les mêmes moyennes pour les x, les mêmes moyennes pour les y et les mêmes corrélations. Alors mon idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire des régressions pour simplifier, faire des modèles, mais il faut aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors quand on est en 2 dimensions, c'est facile, on peut faire des xy. Donc on peut voir. Donc dans ces cas-là, premièrement on va voir, ensuite on fait des corrélations. On confirme ce qu'on a vu visuellement. Et effectivement, visuellement, on a vu qu'il y a des corrélations. Au passage, quand vous montrez ça à des étudiants, ils leur dites est-ce qu'il y a une corrélation entre x et y, ils vous disent non. Ben oui. Mais quand on a plusieurs dimensions, ce qui arrive fréquemment en statistique, en économétrie ou n'importe quel modèle, ben, il y a un autre moyen, c'est d'aller voir les résidus en fait. C'est-à-dire ce qui reste quand on a enlevé la droite. Et les résidus vous disent, oula, mais ça va pas être normalement, hein, dans une modèle de régression, les résidus doivent se comporter convenablement, c'est réparti au-dessus, en dessous de 0. Bon, voilà ce que vous donnent les résidus, donc là vous dites, ah oui, même si j'ai 200 variables, là vous dites, j'ai un petit problème quand même. Là il y a des trucs bizarroïdes dans les résidus, il y a des points qui sont vraiment trop au-dessus, trop en dessous. Fin du petit couplet statistique, mais c'est quand même important de ne pas se baser parce qu'on a un modèle. Les modèles sont très utiles. Ils sont tous faux, mais certains sont très très utiles. Et des modèles, il faut quand même toujours aller voir soit les données, enfin pas soit, il faut aller voir les données,
faut voir ce que les modèles veulent dire, il faut voir les résultats, les modèles. Pour avoir les modèles, derrière, il faut faire de la visualisation. Alors, on va essayer de voir quelques règles. Hein. Je pense que vous êtes venus là aussi pour qu'on essaye d'examiner ce qui a été fait dans la littérature et collectivement aussi faire émerger des règles. Moi, j'en ai quelques-unes en stock, puis après, j'espère qu'il y aura une discussion. Je vais citer quand même Jacques Bertin qui dit qu'il n'y a pas de bons et de mauvais graphiques. Il y a des graphiques qui permettent de répondre à des questions légitimes. Comme tout à l'heure, est-ce que les bananes ont augmenté? Ou est-ce que le cancer a bougé? Toutes ces questions qui sont légitimes quand on voit un graphique. Le graphique qui permet d'y répondre, c'est un bon graphique. Le graphique qui répond une histoire qui est cohérente avec les données et avec l'encodage, c'est un bon graphique. Et il y a des graphiques qui sont ni bons ni mauvais, mais seulement ils ne permettent pas de répondre aux questions. Ils sont bons dans un contexte, peut-être, mais là, c'est raté. Alors c'est très facile de critiquer cet exercice que j'ai fait. C'est toujours super populaire, voilà, on critique, on dit « Ah, vous avez vu ce qu'ils ont fait, c'est bien ». Est-ce qu'il y a des règles? La réponse est oui, il y a des règles, et il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Alors évidemment, comparer ce qui est comparable, quand on fait la data science, quand on fait la statistique, comparer ce qui est comparable, c'est quand même la base. Si on compare des échantillons qui ne sont pas pris dans les mêmes circonstances, si on compare, voilà, si on demande à des gens dans les aéroports combien de fois ils prennent l'avion, on a légèrement un problème de pied. On ne peut pas vraiment comparer. Donc ça, c'est le rôle de la statistique. Utiliser des éléments comparables, des éléments visuels comparables, des variables visuelles pour parler sur le langage de Bertin comparables. Mais ça, c'est la data visualisation et c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'on va travailler. Et il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, donc je les ai déjà cités et on va les voir un peu dans l'ordre. Avant tout, comme toujours, se poser la question de à qui, pourquoi et comment. Alors, à qui? Ben, c'est peut-être à soi-même. Il n'y a rien de pire que se tromper soi-même en se faisant son graphique soi-même et de se dire « Ah bah tiens, je me suis bien fait avoir ». Comment? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'un graphique, c'est au moins 3 éléments et des éléments textuels aussi. Le contexte, du texte, les axes, et éventuellement un article qui explique comment on a pu coder, décoder, d'où viennent les données, etc. Sans ça, c'est toujours plus difficile de regarder un graphique. Même si c'est un peu ce que je fais ce soir, on va assez vite sur le contexte, mais ça ne va pas durer. Si on doit montrer ou explorer les données, ben, ça ne va pas être la même type de comparaison. Moi, je sais ce que je compare ça et ça, ouais, bon, je vois, bon, super. Si je dois le prouver, le montrer, ben là, j'ai intérêt à vraiment rendre explicite la base de comparaison. Quelle forme de graphique? Ben, ça dépend du type de données, de ce qu'on veut comparer, des gens, et aussi du volume. On ne peut pas tout montrer. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit exemple où on réfléchira sur la bonne taille d'un point dans un graphique. Juste des graphiques de points. L'important est de se rappeler que ce qu'on fait, c'est qu'on teste. On teste visuellement, on compare. Il n'y a pas une seule solution, hein, c'est très facile. Il y a plein de solutions. Il y en a qui nous plaisent, il y en a qui ne nous plaisent pas. Et chacune met en lumière, met en valeur différents aspects de la visualisation ou différents aspects des données. Alors, dans les gens qui ont mis des règles, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Tufte. Non. Designer qui a écrit au moins 4 ou 5 livres, on fait référence. Et il a énoncé un certain nombre de règles. Comme toutes les règles, il y a à apprendre et à laisser, mais on peut quand même les garder en mémoire à chaque fois qu'on essaie de faire un graphique. La première, c'est de dire d'abord on doit voir les données. On doit voir la structure des données, on doit comprendre les données. La deuxième, c'est qu'on doit, pour lui, induire le lecteur à se questionner lui-même. Tiens, mais c'est quoi ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que ce graphique me montre? Comme tu disais tout à l'heure, non seulement on ne se rappelait pas du graphique, mais on ne se rappelait même pas une idée d'histoire. Ensuite, il a défini des règles un peu plus, entre guillemets, faciles ou tout du moins à montrer, qui essaie de minimiser de maximiser le ratio donné sur le pixel d'encre. C'est-à-dire que chaque pixel doit représenter le plus possible d'informations. Pour le dire autrement, on va effacer tout ce qui ne donne pas d'informations. On va essayer d'enlever tout ce qui est nuisible parce qu'on va le regarder, et qui attire quand même l'œil, et qui est redondant. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça, et que
bah, ça marche plutôt pas mal. Après, il y a des règles d'intégrité. On va en voir un exemple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la représentation ou la perception du graphique vous donne une idée fausse de ce qu'il y a vraiment dans les données. Par exemple, que vous ayez un ratio visuel qui ne correspond pas à un vrai ratio dans les données. Général to spécifique, on part de quelque chose d'assez général et on se concentre sur quelque chose d'un peu plus précis. Donc ça, c'est quand même quelque chose en data science qui est assez classique, général to spécifique. Et un graphique bien, selon Tufte, c'est de pouvoir voir tous les niveaux de détail. Avoir l'image générale, le plan de Paris, où les gens courent, combien il y a d'individus qui courent à tel endroit, je vois tout. Le contexte. Le contexte, on en reparlera tout à l'heure, mais sans contexte, c'est assez difficile de comprendre et de retenir une histoire, une visualisation. Alors, petit exercice pratique, rassurez-vous, c'est moi qui vais le faire. Voici un graphique standard sous R. Je compare 5 groupes, j'ai des réponses à un test, et ici j'ai des boîtes à moustaches. Alors peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas les boîtes à moustaches, levez la main. Voilà, alors les boîtes à moustaches, c'est une représentation qui permet de synthétiser une information statistique. Ici, vous imaginez que vous avez 2000 points pour le groupe 1, et pour chacun des groupes. Vous allez représenter par la barre noire horizontale la moyenne. Pardon. C'est la médiane, merci. La boîte du haut représente le troisième quartile, c'est-à-dire que 75% des points ont une valeur inférieure à cette barre du haut. La barre du bas, c'est le premier quartile, 25% des points ont une valeur plus haute. Donc vous avez 50% des points là-dedans. Et puis les deux moustaches en haut représentent des valeurs qui sont le dernier point à l'intérieur de l'intervalle qui fait 1,5 fois cette boîte. Plus la boîte. Globalement, si votre distribution est bien foutue, s'il y a des points qui dépassent cette boîte, c'est qu'ils sont considérés comme un peu actifs. Donc ça vous donne une idée de la dispersion. Et ici, vous avez une idée de la distribution. Donc ces éléments-là sont faits particulièrement pour comparer les distributions plutôt que de représenter des points. Comparer les distributions de points, c'est pas évident, savoir s'ils ont la même médiane. Bah, visuellement, est-ce que les 4 groupes ont la même médiane? Bah, typiquement non. Est-ce qu'ils ont la même dispersion? Bah, typiquement non. Et est-ce qu'ils ont le même range? Ben non, ceux-là ils sont vachement plus grands, donc ça permet quand même de synthétiser une information de manière assez concentrée. L'axe horizontal n'est pas le même, la taille des boîtes n'est pas la même. Alors la taille des boîtes n'est pas la même parce qu'il n'y a pas, le même nombre de points. Donc en plus, suivant les versions du code, on peut avoir cette information sur la taille des groupes. Qui serait mieux d'ailleurs de marquer quelque part en élément contextuel. Alors on va appliquer la règle de Tufte qui consiste à effacer tout ce qui ne sert à rien là-dedans. Et là, il y a plein de choses qui ne servent à rien. Alors la première chose qui ne sert à rien, c'est le cadre. Bon, on s'en fout du cadre. Ensuite, ces boîtes, c'est bien gentil, mais finalement, ce qu'on voit en plein, on peut le voir aussi très bien en creux. Je vois très bien l'espace entre là et là. Puis la boîte horizontale, la moustache horizontale, on fout un peu quoi. Alors on va aller un peu plus loin. La barre horizontale, il n'y a pas de raison, donc elle la met par un point. Là on a quelque chose, ça c'est vraiment hybride, on se demande pourquoi il y a un truc horizontal et un truc verticaux. Là on voit bien la médiane, on voit bien les choses. On va enlever l'échelle. On peut s'en foutre de l'échelle si on met la valeur ici. Je sais que ça fait sens, ça, je sais comparer. Hein. Puis même je compare d'autant mieux que je vois les valeurs. Au passage, c'est pas évident de voir que la médiane là et les médianes là, c'était la même. Même, on l'avait pas vu ça. Ni là, ni là, ni là. Parce que la dispersion ici est très asymétrique. Et pas là. Donc on s'est fait un peu avoir ça. Ça, c'est un des graphiques de base. Hein, le boxplot sous R pour des distributions, c'est le truc de base. Alors on enlève tout, on arrive à ça. On a perdu quelque chose? Non. Si. On a perdu que les gens ne comprennent pas que c'est des boxplots. Et donc il faut leur expliquer. C'est la largeur de Ah oui, la largeur. Et puis, il manque le 0 sur l'axe des Y, si je peux me faire. Il est implicitement toujours à 0. Ah bon?
Bah ouais. 98,0. Ouais, il a 0. Regarde sur le box-plot de départ, regarde. Ah non, il n'était pas là. Ah, tu vois. Alors pourquoi il n'est pas là? Mais c'est une bonne question. Pourquoi il n'est pas là? D'ailleurs, pourquoi vous avez pu hurler? Bah parce que là, en fait, on compare des distributions là où est l'intervalle des distributions. Après, ce serait mieux d'être un zéro. Oui, on le dit parfois, quand on regarde des vagues, on se dispense de voir la profondeur de l'autre. Exactement. C'est un très bon. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, quand on regarde les vagues, on se dispense de la profondeur de l'eau. Mais c'est quand même des fois important. Tout comme les échantillons qui devraient, à mon avis, devraient être marqués, la taille d'échantillon devrait être marquée plutôt là, en contexte. Ouais. Parce que largeur plus hauteur, on a un volume, et le volume, c'est principal. Voilà, donc en tout cas, appliquer une règle qui consiste à enlever des choses, ça ne nous mange pas de pain. Et se questionner une fois qu'on a fait un graphique en disant est-ce que j'enlèverai pas ça, c'est souvent bien, c'est vachement surprenant et c'est souvent intéressant. Et expliquer à quelqu'un ce que c'est cette boîte à moustache par rapport à ce que c'est cette boîte à moustache, bah, c'est pareil. Donc finalement, on peut le faire. Un autre exemple que vous avez tous vu, ça s'appelle dans les règles de TUF 2, c'est qu'il ne faut pas avoir de facteur de mensonge. Alors c'est quoi un facteur de mensonge? Et typiquement dans ce journal, qui était quand même le New York Times, en 78. Le New York Times s'est énormément amélioré à l'heure actuelle. Allez voir le site du New York Times, ils font des très très belles data visualisations, ils font surtout très très bon storytelling, y compris interactif, c'est vraiment des gens qui font les choses très bien. Mais à cette époque, donc très lointaine, en 78, il représentait la distance voilà, que l'on peut faire. C'est quoi exactement voilà, c'est la distance qu'on peut faire avec un gallon d'essence. Donc là on dit 27 et là 18. Sauf que si vous prenez la longueur de ça et la longueur de ça, vous faites le ratio entre 27 et 18 et le ratio visuel, vous n'avez pas du tout la même chose. Ça c'est vachement petit. 18, 27, vous vous rendez compte, celle-là est quoi 5 fois plus grande 4 fois plus grande, au moins 4 fois. Donc là on a menti, clairement. Tout ça pour faire un bel aspect de route. Et on a l'impression qu'effectivement, les voitures elles font vachement plus de distance, puisque cette ligne est beaucoup plus longue que celle-là. Voilà. Ça c'est un facteur de mensonge. On en trouve plein les journaux, on en trouve avec des volumes, avec des bidons d'essence, avec des choses, ceci et cela. Et donc ça il ne faut pas. Et il y a des gens qui s'amusent à les regarder dans les journaux et dire facteur de mensonge, 3, 8, 2. C'est énorme, hein, même 2. Représenter quelque chose, suramplifier un effet 2 fois, c'est quand même mentir. Donc, voilà, ici c'était bon. Bref. Alors maintenant, comme je commence à être un peu fatigué, ça va être à vous de travailler. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, des petits post-it et des crayons. Si vous n'avez pas de post-it et pas de crayon, j'en ai. Et je vais vous demander de représenter en 2 minutes deux nombres, 75 et 37. Vous avez 2 minutes, je ne vous dis rien plus que 75 et 37. Vous avez ces deux nombres, comment vous les représentez? Vous inventez à qui, à quoi, comment, pourquoi, ce que vous voulez. Et après vous montrerez. Donc ça y est, c'est fini, c'est rendu? Non? Alors vous allez tous me montrer vos visualisations, je vais faire une jolie photo. Enfin, j'espère. Montrez-moi tous vos petits papiers jaunes, s'il vous plaît. Voilà, super. Ah, voilà, c'est extraordinaire, hein, franchement. Alors, je vois des barres, je vois des nombres, je vois des camemberts, je vois des proportions. Ouais. Le niveau des barres. J'ai vu la densité là-bas. J'ai vu plein de choses. Et donc, comme je ne peux pas faire tous vous voir, mais c'est. Ah, si, oui, voilà, super. Ben, vous allez dire si oui ou non vous avez fait ça. Alors, est-ce que certains ont codé en babylonien? Ouais. Non, personne. Par contre, j'ai vu des gens qui ont représenté 75 et 37. Bah, 75-37, c'est un visuel. Vous voulez communiquer 75 et 37 à des gens, bah, 75 et 37. J'ai rien contre. Ok? Je peux faire 75 petits carrés, 37. On va sortir un peu de la data vis pour rentrer dans l'infographie quand même. Hein. Beaucoup. Petits carrés comme ça. 75 à gauche, 37 à droite. Des bonhommes, voilà, c'est tout à fait infographique. Convention des grands carrés et des petits.
Vous pouvez hurler hein, si vous l'avez fait à chaque fois. Ouais. Très visuel. Non. Parce que ça impose de comparer, c'est ça. Est-ce que c'est évident que c'est 10 par rapport à ça? Ah, j'ai mis la légende. Ah, voilà. Ça, j'ai vu beaucoup. Donc les gens qui ont fait ça et plein d'autres choses, vous vous êtes dit, on veut comparer vraiment 75 et 37. Donc, deux barres. Mais on peut percevoir ça d'une autre façon, d'autres façons. On peut se dire, ben non mais à l'étape 1 j'avais 75, à l'étape 2 j'avais 37. Ça baisse. Je vous ai donné dans cet ordre-là. Vous pouvez les voir dans l'autre sens. Avec le 0 en bas, c'est mieux. Ou juste pour voir la hauteur des vagues. On peut se dire, tiens, ça fait 75 sur un total de 100 et 37 sur un total de 100. Ah, je ne vous l'ai pas dit, c'est impossible, vous faites ce que vous voulez, je ne vous l'ai pas dit, c'était pour ça. C'est pas la même chose que je compare. Je compare à la fois les deux, parmi un total. Je peux dire que les deux bout à bout, ça fait ça. C'est la même idée. Je peux dire que j'ai un intervalle qui commence à 37 qui finit à 75. Au passage, vous avez tous percuté que 37 c'est à peu près la moitié de 75. Avec les barres, on le voit bien. Ici, on ne le voit pas tellement. Hein. Ici, on voit bien 75 et 37. Il y a un petit risque, c'est qu'on pense que, déjà qu'on ne voit pas ces bouts-là, et qu'on pense que le tout, c'est le noir, et que le gris, c'est une partie du noir. Encore plus visible ici, vous faites 75 sur 100, 37 sur 100. Encore plus avec des camemberts. Alors, il faudrait que vous rapportiez tout à... le total, elle ne fait pas ça. Mais ça donne l'impression que la partie noire, elle fait le tout et que ça, c'est une partie du tout. Là, vous ne comparez pas la même chose. Hein. Pareil, des pie charts. Des gros ronds comme ça, vous en avez fait, hein, certains. Ouais. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que, je vous le donne en 1000, celui-là est 2 fois plus grand que celui-là. Pas évident à voir. Hein. Alors là, encore moins, avec des demi. Là, même problème que tout à l'heure, on a l'impression que ça, c'est une partie de ça. Et donc, du coup, on compare 37 et puis le restant, c'est pas terrible. 2 carrés, c'est un peu plus facile, mais non, c'est pas plus facile. Voilà, demandez aux décodeurs, des décodeurs du monde, j'utilise beaucoup les carrés, moi à chaque fois ça m'énerve parce que je n'arrive pas à voir. Bon, ça n'en parlons pas, hein, la hauteur de la montagne. Des échelles de gris. Ici, il y a un degré 35 de gris, ici il y a un degré 75 degré 35 de noir, et un degré 75 de noir. Pareil en couleur, violet rouge. Un rectangle, quelqu'un fait ça? Ouais, là-bas au fond, ouais. Pourquoi pas? Mais encore une fois, contexte. Un triangle, même chose. Coordonnées cartésiennes. Le point 75-37. Si je vous avais dit, attention, dans 2 minutes, je vais vous en donner 200 des points. Est-ce que vous auriez fait la même visualisation? Non. Celle-là, vous serez peut-être venu beaucoup plus naturellement. Donc, le contexte, alors je continue, hein, personne n'a dessiné de carte avec longitude. Quelqu'un m'a fait ça, c'est-à-dire, ici il y a 75 points, il y en a 37 dans un carré. Donc une idée de densité, c'est beaucoup plus dense que 75. La même chose avec des carrés, donc il y en a 75, il y en a 37, des nuances de gris, des frontes, voilà. Le contexte, et c'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit exercice ludique, le contexte est super important. Sans contexte, vous avez vu la diversité. Donc, pour le lecteur, si vous ne lui donnez pas le contexte, que vous lui montrez, il ne saura pas forcément quoi comparer, comment comparer. Et vous ne saurez même pas si vous devez faire une visualisation sans contexte. Vous allez faire des trucs rigolos, mais je ne sais pas si personne ne fait. Alors, je vais avancer quand même un peu vite. Passer avec juste des éléments de Bertin, quelques éléments de règles. Et puis après, on va passer à un autre petit exercice. Super rigolo. Donc Jacques Bertin, il a dit, lui, la visualisation, c'est un langage, il y a des variables visuelles qui sont au nombre de 8, depuis ça a été étendu à plus, mais voilà, regardons ça. Il y a la taille, il y a la valeur en termes d'intensité, la texture, les couleurs, l'orientation, la forme, et évidemment la position dans un axe X, Y.
implicitement, les cartésiens, quand on met un point plus haut qu'un autre, on a l'impression que ce point, il a une valeur plus haute. Ou que tout du moins, la position dans l'espace veut dire quelque chose. Un tout petit exemple, on ne peut pas utiliser une variable de type quelle est la forme par laquelle je vais représenter des points pour exprimer la proportionnalité. J'ai ici une carte de France très levée et je dis que ça, le 3 c'est 35 et que le rond c'est 5. On ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire c'est ça. La proportionnalité, on peut l'exprimer par la taille, pas par la forme. On peut l'exprimer aussi par quoi d'autre? Les couleurs. C'est super, c'est exactement ça. Est-ce que par les couleurs, on peut faire ça? La réponse est... Non, la réponse est... ça dépend ce que vous entendez par le mot couleur. Et là, je vous laisse 20 secondes. Triez-moi ces couleurs dans l'ordre, du plus petit au plus grand. Vous n'allez pas être d'accord. Vous faites la même chose avec des gens ici, des gens en Chine, qui ne seront pas d'accord entre eux et pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas trier les couleurs au sens teinte. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. Maintenant, expliquez-moi quand même le orange, s'il est 5 fois plus grand ou 2 fois plus grand que le jaune ici. Ça va être difficile. Oui, vous pouvez mettre une échelle qui va vous permettre de dire ça, c'est 3 fois plus grand, etc. Mais la couleur, voilà, bref, bon. Tout ce que je dis là, on va le développer dans le meet-up. On en fait depuis 2 ans et on n'a toujours pas les réponses à tout. Bien sûr, tout ça c'est discutable, c'est contestable, mais globalement, les couleurs, au sens où on l'entend habituellement, on ne peut pas les arranger, on ne peut pas les trier. Cleveland et Maggie, ils ont fait plus fort, ils ont fait faire des tests, ils ont fait des graphiques, ils ont fait tester aux étudiants et ils ont regardé ce qu'ils avaient compris et quelle valeur ils donnaient. Et après, ils ont mesuré les erreurs entre ce que les étudiants avaient visualisé et les vraies valeurs des données. Et ça leur permet de faire une échelle en disant ce qu'on compare le mieux, ce sont des choses qui sont alignées, donc des bâtons alignés. Ensuite, des bâtons pas alignés, la longueur, ça on ne compare pas très bien, les angles. Et puis plus ça va, moins on compare bien. Les airs, on ne compare pas bien du tout, les ronds, on ne les compare pas bien du tout. Les volumes, encore moins, et quant aux différentes saturations de rouge, vert, bleu, etc., c'est vraiment à chaque fois beaucoup d'erreurs. Donc ça, c'est des applications pratiques pour tous les gens qui font des cartes, des choses. C'est que si on ne compare pas bien, il faut donner des éléments de comparaison, des échelles, des références, etc. Bon, je vais accélérer un petit peu, mais pas beaucoup, parce que sinon ça va être insupportable. Et, je le dis pour là-bas, si vous êtes patient. Voici encore quelque chose qu'ils ont testé et qui est assez décoiffant. Voici 3 courbes. Alors, très moche, mais c'est extrait du bouquin. Il n'y a pas d'X, c'est pas d'Y, il y a une boîte auto. Vous comparez 2 courbes. Celle-là et celle-là. Et là, celle-là et celle-là et celle-là. D'accord? Vous voulez comparer des courbes. Donc, l'étape d'après, c'est que je vais vous montrer la différence entre ces 2 courbes. Là, voilà. Vous n'auriez pas dessiné ça. Parce que votre œil, il a comparé mais en biais, là. Et en fait, là, l'espace, il est constant. Si je prends de là à là, je ne vais pas y arriver si vous voulez. Ici, bah, en fait, là, ça s'est un peu écarté. Ça là, ici. On fait que ça, comparer des courbes. L'œil ne le voit pas bien. Si on est vraiment intéressé par la différence entre 2 courbes, bah, montrons la différence. Plotons la différence. Si vous êtes intéressé à la comparaison entre 2 choses, montrez la différence. Vous voulez comparer 2 cartes, avant, après, montrez la différence après. Montrez la carte initiale, puis ce qui a changé. J'en ai autant, on en a autant que vous voulez des exemples comme ça. Ou si vous voulez montrer une différence, graphez, plotez la différence. Et ça c'est vieux, hein, 84, tout ça. Comparer des boîtes qui ne sont pas alignées, on en parlait tout à l'heure. La B elle est plus haute que la A. Elle est plus grande, elle est plus petite, elle est pareille. Alors comment on fait si on est obligé de la mettre, si les mettre parce que c'est pas bien? De combien plus grande ou est-ce que sont pas pareil? Alors on peut les mettre horizontalement et les aligner, mais des fois on n'a pas envie. Il y a une technique toute simple qui consiste à les encapsuler dans une boîte référence. Et là vous voyez clairement que la B est plus petite que là. Elle est plus grande que là.
Tous ces petits trucs qui sont vieux, connus, etc. Mais on les utilise pas. Celui-là, on l'utilise vraiment pas beaucoup. Une autre règle dont j'aurais dû parler dès le début, parce que probablement dans la salle, il y a une ou deux personnes qui sont daltoniennes, donc qui ont des problèmes de vision. Le choix des couleurs, le choix des couleurs est une des règles auxquelles on doit faire attention, l'accessibilité pour les gens qui ne perçoivent pas les couleurs, tout le spectre des couleurs, c'est aussi important, bien sûr. Alors là, j'ai un petit exercice rigolo, mais qui demande un peu de votre attention. On va parler de perception. Donc là, vous voyez tous un canard, quand même. Un toucan. Bah non, c'est un lapin. Alors on va faire un petit exercice. Alors je suis désolé, vous le connaissez déjà, vous. Hop, pardon. La première, c'est, vous allez trouver tous les trois qui sont dans cette... Bon d'accord, vous n'y arrivez pas. Ok, là vous y arrivez. Ouais, enfin presque, il en manque deux. C'est fou comme la couleur ça change la vie. Hein. Quand on voit bien les couleurs, ouais, il y en a un là. Vous l'avez pas vu parce qu'il est difficile à voir vu que les autres sont en plus mis en lumière. Donc c'est très difficile à voir. On va faire un autre exercice qui va vous permettre de voir à quel point certaines variables qu'on appelle préattentives sont utilisables et très efficaces. Donc je vais faire passer des slides très très vite. Et vous devez me dire si oui ou non il y a un point rouge dans ce que je vous représente. Alors attention, ça va aller vite. Est-ce qu'il y a un point rouge? Je vous le refais. Vous êtes tous sûrs qu'il n'y a pas de point rouge? Bah ouais, il n'y a pas de point rouge. Attention. Ah, fuck. Bon, alors y a-t-il un point rouge? Ouais, mais même si je l'ai passé super vite... Attention, ça va se compliquer. Alors, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a des carrés rouges. Est-ce qu'il y a un point rouge? Alors, c'est marrant parce que ce qui était super visible quand il n'y en avait qu'un rouge, qu'un point, ça devient invisible quand il y a d'autres choses qui viennent perturber. Donc, la réponse est oui, il y avait un seul point rouge. Et il est au même endroit que tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Hein, si vous réfléchissez, il est à peu près au même endroit, mais vous ne l'avez pas vu. Attention. Je vous le refais. Alors, il y a des gens qui en ont vu deux. Ben, il n'y en a pas. Attention. Ah, là. Là, ouais, il me reste. Ouais, ok. Ok. Je vous le refais. Alors? Ben non, il n'y en a pas. Un dernier. Ah, là, on le voit tout de suite. Donc vous voyez, quand il n'y a que du rouge, mais on a un changement de forme, on le repère aussi. Maintenant, plus dur, est-ce qu'il y a un étranger là-dedans? Je ne dis pas la nature. Oui. Ah, tout de suite vu. Ils sont tous alignés, sauf un. Attention. Il y en a un qui est plus long. Je vous le remets. Hein. Vous l'avez vu? Il y en a un qui est plus long. Donc là, pareil. C'est pas que la forme, mais la longueur, l'épaisseur, on la voit. Un petit dernier pour la route, je crois. Oups. Oui, non, non, oui, non. Ouais. Ah, Aurélie a vu. Pardon. Il y a un rond alors que les autres ne sont pas fermés. Bravo. Donc ce qu'on voit bien, c'est évidemment rouge dans du non rouge. Ou à partir du moment où il y a deux éléments. Rouge dans du non rouge, on voit bien. Point dans le carré, on voit bien. Donc la forme, on distingue bien. Dès qu'on mélange les deux, c'est-à-dire qu'on met des points rouges, des carrés rouges, des points bleus, des carrés bleus, on ne voit plus rien. Dès qu'on mélange ces variables attentives, on ne voit plus grand-chose. Alors ça, c'est super utile parce que mais si vous avez quelque chose à montrer et que vous voulez que votre lecteur soit attiré par ça tout de suite, ben montrez-le. Mettez une variable attentive. Quoi donc? De la couleur, vive, des traits plus longs, ça nécessite un alignement éventuellement, ou des orientations différentes dans un flux, par exemple des cartes de vent, etc. Vous voyez tout de suite. Si vous pouvez magnifier un message juste avec ces variables attentives, utilisez-le. C'est d'autant plus vrai quand on fait l'interaction, mais on ne va pas parler ce soir d'interaction, on fera un meet-up là-dessus un de ces jours, on l'a promis. On n'est pas d'accord avec Alain sur ce qu'on peut faire avec l'interaction et ce sur quoi on est d'accord, c'est qu'il y a plein de choses à discuter, plein de problèmes.
Donc, trop de variations n'aide pas, je vais passer là-dessus, les variables. Je vais passer maintenant à l'exercice de avant, après. Donc, des gens ont analysé les graphiques publiés, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Alors, voici un premier qui a été publié, c'est l'OCDE qui représente, vous avez ici horizontalement plein de pays, ici vous avez la moyenne de l'OCDE, et vous avez le pourcentage d'employés qui sont des senior managers. En jaune, les femmes, en bleu, les hommes. Bon, graphique comme on en voit, comment on en voit. Alors, la première question, c'est on veut comparer quoi? On veut comparer des hommes et des femmes par pays. La première chose qui est pas mal dans le graphique, c'est qu'au moins c'est trié. C'est trié suivant un ordre qui veut dire quelque chose. Souvent, les gens écrivent par ordre alphabétique et c'est souvent débile parce que l'ordre alphabétique n'a pas forcément de signification sur le graphique. Et il en donne puisque la position, c'est quelque chose qui est important. Bref. Et qu'en plus, c'est difficile de comparer les gros bâtons et les petits bâtons s'ils sont éloignés les uns des autres. Comment on pourrait améliorer ce graphique? Voilà ce que propose John Schwabish. C'est faire ça. Alors c'est radical, hein. D'abord j'ai tourné. Vous avez tous fait la tête comme ça pour regarder le graphique parce que vous ne voyez pas les pays. Vous avez une variable ici qualitative et là une quantitative. Ben, la qualitative, il faut la lire, donc mettez-la verticalement. La quantitative, vous pouvez tuer. Alors après, les graphistes vous diront que les bâtons verticaux, les bâtons horizontaux, on les voit plus longs que les bâtons verticaux. C'est vrai, mais là on veut comparer. Puis en plus, ce n'est même pas des bâtons. Là, on explicite clairement la différence par ce petit trait là. Alors on aurait même pu mettre directement les valeurs dessus, puisque on est obligé quand même de s'aligner soi-même avec la valeur, mais globalement, si on veut savoir quel est le pays où il y a le plus grandes inégalités, bon, on le voit vachement bien, hein. Et ici, puis c'est là, puis c'est là. Et puis c'est toujours trié dans un ordre qui a du sens. Il y a la règle de Tofte, on a enlevé tout ce qui n'était pas significatif, tout ce qui était redondant, tout ce qui ne servait à rien. Plus lisible, plus efficace, plus direct. Même couleur, mais par contre, il n'y avait pas de raison pour laquelle les femmes étaient représentées par un bâton et les hommes par un point, puisqu'on veut comparer les deux. Séparer des variables alors que c'est la même variable statistique, séparer les variables visuelles, choisir des variables visuelles différentes, ça n'a pas trop de sens si c'est la même chose, si c'est les mêmes variables dans le jeu de données. Je ne sais pas si j'étais clair là-dessus. Oui, mais si une femme se trouvait à gauche du point de l'homme, ça romprait l'harmonie de ce oui, mais on le verrait super bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça dans le non, parce que vous verriez l'inversion, mais alors, même si c'est exactement au même endroit, vous verriez l'inversion jaune-bleu très facilement. Malheureusement. Tu parlais d'accessibilité, là, devant, pour différencier les hommes des femmes, pour certains, ça va être moins évident. Là, la différenciation se fait juste par la couleur, en fait, et le trait. Ah oui, on est d'accord. On aurait pu mettre des formes en plus différentes. Oui, oui, tout à fait. Surtout si c'est amené à être imprimé pour le CDE, donc éventuellement noir et blanc, tout ça. C'est des propositions que font les auteurs, mais on est d'accord qu'on peut encore aller bien plus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Oui. Vous avez présenté au début, entre guillemets, dans les simplifications et tout ce qui est superflu, c'est souvent tout ce qui est en termes des aires. Tout ce qui est des aires, dès qu'on peut supprimer des aires ou du volume, on le fait dès que possible. C'est la première chose qui est directement supprimée dans les graphiques. Non, moi généralement je l'enlève à la fin. Est-ce que c'est la chose principale à regarder qui permet de vraiment comparer des. Alors est-ce que c'est la première chose? Mettre en avant la différence ou virer le superflu? Le superflu, c'est ce qui apporte vraiment pas d'informations. Donc on peut reprendre chacun des éléments et se dire est-ce que ça, si je l'enlève, ça change quelque chose? La première chose qu'on fait, d'après ce que vous avez montré, tous les graphiques, c'était souvent les aires. Non, c'est surtout les boîtes autour. Ouais, le système de boîtes, de volume en fait, mettre en avant les volumes. C'était pas vraiment des volumes, c'était essayer de présenter que le graphique. J'avance un tout petit peu. Ouais. Un autre graphique, comme vous pouvez en voir. Voilà, vous essayez de comparer des choses avec des pays. Vous avez trouvé intelligent de marquer tous les 20 pays pour qu'on sache bien qui est où. Et puis là, vous avez marqué quelque part que vous vous intéressez à la Chine
par cette flèche. Ah super, la Chine est là. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, encore une fois, en faisant du brushing, peut-être c'est mieux de représenter tous les pays, mais juste avec des points sans mentionner quoi que ce soit, en gris, anonymisé, et de montrer les pays qui m'intéressent avec la Chine et les pays autour. Donc je porte un message et j'enlève tout ce qui ne m'apporte pas une énorme information, voire au contraire qui me brouille l'information. Ça c'est terminé, il y a plein de gens qui font des réseaux ici. Donc j'ai pas marqué mistake, j'ai mis, je vais mettre before et puis amélioration possible ou d'autres façons de faire. On peut représenter un réseau comme ça. Un réseau, le problème quand on le représente comme ça, c'est que d'abord, on peut le représenter à la tête en bas, il n'y a pas de position, et même on peut changer, ça restera toujours un réseau. Il y a d'autres façons de faire, on peut faire des matrices de co-occurrence qui représentent la même chose, et on peut aussi les classer de manière à ce que ça donne une indication. Bon, je vais aller vite, il faut que je passe. On peut aussi le présenter comme ça. Alors je ne vous ai pas dit ce que c'était ce réseau, c'est les misérables. Quand 2 caractères sont dans la même page, on me dit qu'ils sont connectés, plus ils sont dans la même page, plus ils sont connectés, etc. Voilà, évidemment, comme j'essaie d'appliquer les principes que je donne, ça c'est pas du tout lisible. Là, on voit bien que Gavroche et Jean Valjean, ils sont super connectés, même s'ils sont loin, il y a un gros A, etc. On le voit peut-être différemment. Encore une fois, on a fait un meet-up là-dessus. Je veux comparer des étudiants, voilà leurs notes, 4 disciplines. Bon, il n'y a pas beaucoup de points. Si je veux vraiment comparer des étudiants, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire un graphique où je compare des disciplines. D'abord, je ne vais pas faire ça parce que la matrice du haut, c'est la même que celle du bas. Donc, j'inverse. Tout le monde comprend bien ce que j'ai fait. J'ai fait des plots 2 à 2. Quand je fais ça, je compare les disciplines. J'essaye d'avoir des informations sur les disciplines. Je ne compare pas les étudiants. Si, je peux savoir que lui, il est meilleur que tout le monde en physique, etc. Si je veux comparer les étudiants, je vais plutôt faire ça. Je vais reporter leurs notes sur 4 axes. Et là, je sais vraiment que cet étudiant orange, d'abord qu'il y a une inversion, ceux qui sont bons en maths, en physique sont mauvais en danse et en liturgie. Et je vois que l'orange et le bleu, ils ont des profils complémentaires. Là, je compare vraiment des lignes, je compare vraiment des étudiants. Je compare vraiment des choses. Donc, c'est 2 graphiques qui racontent des histoires très différentes. Bon, alors j'en ai plein et je vais avancer. Je vais avancer les réseaux. Bon, voilà. On peut faire des choses. Je vais faire 3 case studies pour finir. Premier, après, c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'appelle des case studies? C'est comment les gens se sont engagés sur le chemin pas à pas, à partir d'un premier graphique, d'un premier jeu de données, un premier graphique, comment vraiment faire une visualisation qui est de plus en plus effective. Donc j'ai pris un exemple dans la littérature et 2 petits exemples que j'ai été amené à traiter. D'abord, la première chose, c'est sur des données d'entonnoir. Vous avez fait un sondage auprès d'une population et vous avez eu 55% de réponses, donc vous avez une target de 55. Puis finalement, vous avez contacté les gens plus ou moins engagés, puis à la fin, sur ces 55, vous n'en avez que 40 qui ont adopté votre produit. Entonnoir, parce que ces 40 sont une proportion de ceux que vous aviez au départ. D'accord? Vous avez ça comme type de données, vous voyez le genre de données. Sauf que vous observez ça pour 4 régions dans le monde et sur 3 cohortes. Et donc, évidemment, comme vous avez fait le premier graphique comme ça, vous vous dites, je le répète. Et là, se pose la question de je veux voir quoi? Je veux comparer quoi? C'est quoi les éléments que je veux voir dans ces données? Alors, une des réponses, c'est de se dire, finalement, ce qui compte, c'est entre le target et ceux qui acceptent. Et c'est de savoir le poids de chacun. Donc, on va venir dessiner une petite ligne là-dessus. Voilà, une petite ligne qui me dit, en fait, plus la pente est raide, moins de gens ont accepté alors qu'ils étaient réceptifs au départ. Finalement, ce qui définit l'intérêt, c'est la forme de ça. Je vais le faire partout, puis j'efface tout. Je ne garde plus que ce qui m'intéresse, puisque c'est ça qui m'intéresse.
Maintenant, je fais un choix. Je veux comparer comment? Je veux comparer les 3 cohortes ou je veux comparer entre pays? Je voudrais faire les deux, mais finalement, ce qui se passe dans un pays, c'est ce qui se passe dans un pays. Donc, je vais les ramasser, les 3 dans le même pays, et je vais séparer les pays. C'est moche, on ne comprend plus rien, il n'y a pas de contexte, il n'y a plus d'informations, on va en rajouter. Revoilà. Donc, targeted, accepté. Donc maintenant, c'est plus un code couleur, c'est juste écrit là. On voit bien que les pentes sont très différentes, les niveaux d'où on part et les niveaux d'où on part. Maintenant, pour comparer au sein de chaque pays, on ne sait plus qui est qui avec ces 3 cohortes. C'est pas grave, on va définir, on va dire une référence. Prenons-le. Par exemple, le Q3, la cohorte Q3. 3e cohorte. Puis je vais ajouter encore un petit peu de contexte, un peu de couleur. Voilà. J'ai comparé mes données, je sais que ici je suis parti plus haut, ça s'est cassé la gueule, plus bas finalement que là, etc. Je ne connais pas le contexte exact, mais là ça permet de faire une analyse et de bien représenter ce qu'au départ s'engageait quand même super mal. En précisant ce qu'on veut voir, en éliminant tout le reste, on a une représentation. Il y en a d'autres, il y a plein de façons de faire. Ça c'est un chemin. Alors, je vais zapper ça, parce que bon, c'est un petit exercice que j'ai fait. Je me suis posé la question, quelle est la bonne taille du point? Est-ce que ça dépend de la taille de l'échantillon? Non, pas forcément. En 10 secondes, on peut avoir des petits points, on peut avoir des gros points, on ne voit pas la même chose. Là, on voit bien une tendance linéaire, vous voyez, c'est le graphique du début. Est-ce que ça a du sens de faire ça? Non, c'est trop gros. Ça peut avoir du sens si je sais ce que sont les points. Et si j'ai envie de voir la densité des points à un endroit, par exemple. Par exemple, si j'ai envie de dire, tiens, si le contexte c'est que c'est les impacts de foudre en Midi-Pyrénées, alors non seulement la tendance est intéressante, mais la densité est encore plus intéressante. Et la densité, vous ne la voyez pas avec ces petits points. Et vous ne la verrez pas sur la carte réflexion. Donc, faire des tailles de points plus grosses, ça ne dépend pas de la taille d'échantillon, ou pas que de la taille d'échantillon, ça dépend du message, du contexte, de ce que vous voulez voir. Ça, je suis pour ça intéressé, j'ai fait une petite application Shiny, je la mettrai sur le web, qui permet de faire bouger tout, vous pouvez regarder. Faire bouger les points, les couleurs, tout ça. Je vais finir sur un exemple qui m'a pas mal préoccupé. J'ai récupéré plein de données d'un MOOC. Alors vous savez tout ce que c'est qu'un MOOC, cours en ligne. Il y a plein d'étudiants. Ils se connectent sur une plateforme, il y a des ressources, donc elles sont généralement ordonnées. On dit cette semaine, vous avez tant de ressources à faire, des steps. Donc, step 1, vous faites ceci, step 2, etc. Et les gens qui construisent le MOOC se disent, les étudiants vont faire ça dans l'ordre, on fait step 1, puis step 2, puis step 3, puis step 4. Puis la première semaine, ils vont faire ça, parce que c'est labellisé première semaine. La deuxième semaine, ils vont faire les steps de la deuxième semaine. Sauf que dans la réalité, les étudiants, ils arrivent, et ils vont où ils veulent. Ils vont la première semaine, le premier step, ou à la dernière, où ils font que les tests, etc. Et une des problématiques c'est de savoir où sont les étudiants et ce qu'ils font. Donc voilà le MOOC sur lequel je me suis un peu excité, beaucoup même. Les différentes couleurs sont très mal choisies, mais c'est la plateforme. C'est le code de la plateforme sur les types de ressources. En plus, il y a des vidéos et des dessins animés, des machins. En jaune, c'est les tests. Donc il y a 60 différents steps, et quand vous ouvrez la plateforme, les étudiants ils vont faire les choses. Donc, ils peuvent aller piocher où ils veulent. Moi, je me suis dit, je vais aller voir ce qu'ils font, ces étudiants. La première chose, c'est que je me suis dit, tiens, faisons un bar plot, après avoir critiqué. Bon, mais les étudiants, ok, ils sont... Donc ici, vous avez les steps dans l'ordre. Donc, premier step, en haut, dernier step, en bas. Et ici, j'ai le nombre de learners qui font des choses, soit qui visitent, soit qui font des commentaires, etc. Bon, ben, plus ça va, moins ils sont sur la plateforme. Ok, ça, c'est pas un scoop, tous les MOOC comme ça. Ça ne me dit pas vraiment ce que font les étudiants. C'est juste quantitatif. Passons. Soyons plus malins. Voici une heatmap. Alors, je suis désolé, mais celle-là est dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, vous avez le premier step, et là, vous avez le dernier, c'est par cohérence vis-à-vis des graphiques qui vont arriver par la suite. Je suis obligé de mettre ça un moment. Donc, qu'est-ce que heatmap? Vous savez à peu près tous. Plus c'est rouge, plus il y a du monde. Donc, le premier jour, plein de gens étaient faire le premier step, puis on fait tous les steps de la première semaine, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont été faire les steps de la deuxième semaine, voire de la troisième semaine, dès le premier jour. Alors on voit qu'il y a quand même des gros blocs, c'est-à-dire que quand même,
la première semaine, les gens restent dans les steps de la première semaine, la deuxième dans la deuxième, et puis etc. On voit que ça se dilue quand même pas mal. Hein. Et puis qu'après, il y a des gens qui se connectent, puis qui vont un peu partout. Donc là, on se dit, ah chouette, je vois une évolution, mais purement quantitative, je ne sais pas ce qu'ils font les gens. Je ne sais toujours pas ce qu'ils font. Je sais qu'ils vont plutôt là, la première semaine, mais il y en a qui vont là. Puis je ne sais même pas dans quel ordre. Je ne peux pas les tracer. Alors, j'ai pris mon outil favori. Donc, vous avez un exemplaire sous les yeux. Il faut des papiers, un crayon. Et je me suis dit, bon, moi, je suis plus malin que les autres. Je vais faire la trajectoire des étudiants. Je veux dire qu'une ligne, c'est un étudiant et ça, c'est sa trajectoire. Premier jour, il va au step 1, puis il va au step 2, puis il va au step 3. Ça, c'est la trajectoire normale. Après, je me suis dit, ah ouais, mais les étudiants, ils n'arrivent pas tous le premier jour. Il y en a qui peuvent arriver le 30e jour. Donc, je vais avoir une autre trajectoire là, quelqu'un qui va faire le premier step là. Puis, il y en a un qui va arriver directement le jour 5, qui va aller au step 5. Puis, alors, je vais continuer en me disant, ah oui, mais il y en a qui vont arriver, puis qui vont attaquer directement au step 8, puis qui vont revenir. Donc, très rapidement, je me suis rendu compte que si je faisais ça, là, j'allais avoir un gros bloc bien noir. Et j'allais rien y voir parce que c'est pas très malin de comparer des choses sans point de repère. Et le point de repère, c'est quand les gens commencent. Et là, en voulant voir le temps, en fait, je me mettais dedans. Donc, j'ai transformé le temps en clic, en disant, ah, on va aller ramener tout le monde. Ça, c'est ton premier clic, mon gars, ça, c'est ton premier clic. Je vais tout ramener. Donc, j'ai fait un petit graphique en disant, eh ben voilà, première séquence, ça doit être ça. Quelqu'un qui suit normalement, il doit faire les steps dans l'ordre. Quelqu'un qui va vite, il va monter vers le haut. Il va sauter des steps, hop. Puis quelqu'un qui va aller faire quelques steps, va passer du step 1 au step 3, puis au step 4, puis il va revenir au step 2 parce qu'il n'a pas fait, puis il va sauter, mais il va faire des trucs bizarres. Puis normalement, si je dessine plein de trajectoires, on devrait voir des choses. Du coup, je l'ai fait. J'ai été sous là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, super. Je sens que ça va être bien. Donc déjà, il y a plein de choses qui me gênaient. Il y avait du gris, c'est standard. Hein. Je dessine que des lignes, hein, c'est très simple. Horizontalement, j'ai plus des dates. J'ai des clics. Premier clic de monsieur Machin, puis tous ces clics en face de chacun ces steps. Donc j'ai appliqué un premier principe, brushing. Je mets tout le monde en gris clair pour essayer de voir comment citer. Ça ne marche pas trop. Pourquoi? Parce que mes lignes, elles sont grosses, quand même. Donc je vais réduire la taille de mes lignes. Et puis surtout, là, je vais appliquer quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui s'appelle le jitter. C'est-à-dire que oui, j'aligne tout le monde, mais j'autorise un tout petit déplacement aléatoire de chaque point et de chaque ligne. Donc, deux individus qui auraient suivi la même trajectoire, ils ne seront pas superposés, ils seront juste un peu au-dessus. Évidemment, si j'en ai plein, ils vont finir par se superposer. Mais je vais différencier un peu. Là, clairement, on commence à voir quelque chose. Mais je ne sais pas bien quoi. Alors, j'ai continué, j'ai mis la couleur. Complètement aléatoirement la couleur aussi. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, je suis content, il y a des gens qui suivent linéairement là. Super. Au fait, j'ai fait une échelle 60-60. 60 clics pour 60 steps. Du coup, la bisectrice a du sens. L'espace, il a du sens, je le comprends, et il est facilement exploitable. Je vois qu'il y a des gens donc, qui suivent des trajectoires linéaires. Ici, tiens, il y a des gens qui ont sauté des étapes. Bon. Qui ont continué linéairement. J'ai du bruit, des gens qui font à droite, à gauche. Puis j'ai ces choses bizarres. Fou, 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 fou. Tiens, là je l'ai pas, mais là je l'ai un peu. Puis là je l'ai. Ça, je l'avais pas vu, puis je m'y attendais pas. J'ai des gens qui montent très vite. Donc au troisième clic, ils sont au 60e step. Ok. Ça s'appelle le binge learning. Ouais. Excusez-moi, vous avez dit que vous affectez les couleurs aléatoirement. Ouais. J'en ai 1700. Comment est-ce qu'on peut avoir une tendance rouge qui est justement... C'est parce que la palette que j'ai choisie, c'est une palette arc-en-ciel, elle s'appelle. Et quand on superpose beaucoup de couleurs, ça devient rouge. Et pas blanc ou noir. Je me suis posé la même question que vous, et la réponse est celle-là. Non mais si on change de palette, on a évidemment une superposition différente, la plupart du temps noir. Mais là j'ai tiré aléatoirement parce que moi un individu versus un autre, tout ce que je veux c'est de pouvoir lire les signes. Ce que je ne pouvais pas faire là. Ah, évidemment quand je le vois dans ce sens-là, on les voit quand même. Hein. Mais on les voit mieux là. Enfin, il me semble. Ouais, taille.
Voilà, donc au final, j'ai rajouté un peu de contexte. Il se trouve que là, c'est le test. Après le test, les gens ils vont voir le début du MOOC pour se dire, en fait, est-ce que j'ai bien répondu? Ici, il y a un exercice à faire. Ils n'ont pas voulu le faire, ils ont sauté. Et là, c'est tous les tests. Donc les étudiants qui n'avaient pas été dans les... qui n'avaient pas vu les tests de la semaine, au moment du test, hop, ils ont été voir. En fait, on va regarder quand même ce qui s'est passé, puis là, on va faire le test. J'ai vu ce que je ne m'attendais pas à voir. Voilà, j'ai fini en disant c'est fini, il y a des règles, il faut faire des tas de choses. Mais quand même signaler ça, la vérité n'est pas en 2D. Ça dépend du point de vue. Vous pouvez avoir des sushis, vous pouvez avoir des ronds ou des carrés, suivant l'angle dans lequel vous êtes. Faire attention à ça. Puis je vais finir quand même avec 3 graphiques que j'aime. Je sais qu'elle va me dire c'est fini, c'est fini. Un graphique que j'aime beaucoup parce que d'abord il est beau, c'est Alain qui l'a fait. Ce sont, combien il y a de milliers de points dans marathon dernier? Je suppose 50 000. Il y a 50 000 points sur ce blanc. Non, pardon, bleu ou rose, si vous voulez. Vous avez ici l'âge des coureurs, et ici leur temps en marathon. Ce qu'on fait généralement quand on analyse des données, on fait des résumés statistiques, on regarde. Alain, lui, il a ploté tout le temps. Et il s'est rendu compte de choses qu'on n'aurait pas vues en faisant des résumés statistiques. Il y a des barres, là. Il y a des barres quand les gens ils sont à 3 minutes 3:30, des barres quand les gens sont à 3 heures. Les gens ils essayent de caler à 3 heures, donc on a une accumulation, quels que soient les âges. Puis après on voit des choses avec les belles paraboles qui sont les quantiles par âge qui ont été faits. Sur ce graphique, on fait ce qu'on n'a fait jamais, c'est-à-dire qu'on représente tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de représenter les individus un par un. Voilà, c'est bien de faire des statistiques, allez voir les données complètement, parfois ça vous amène à ça. Bon, après, j'avais d'autres jolis graphiques, mais on les passera. Vous avez toutes les références. Il y en a beaucoup. Et on peut rester en contact par le meet-up que je remercie encore. Et par tout autre média. Désolé, on n'a pas du coup pas trop le temps des questions parce que j'ai été un peu lent. Mais on a le temps par contre de tirer. Non? On a le temps des questions. Ah, super. Donc, allez-y, je suis prête pour... je suis prête. Les questions. Des questions? Merci beaucoup que ça pour cette présentation, c'est vraiment... Non, bon plaisir. Hein,